Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour l'émission 49, une jeune femme qui va vraiment vous impressionner. Bienvenue à Studio Libre. Dire que ma prochaine invitée a un horaire chargé serait pratiquement de l'euphémisme. On a regardé son horaire et on a fait un petit burn-out. Bon, est-ce qu'elle a assez d'énergie pour tout faire ça dans une journée? On va lui demander, parce qu'après tout, il reste juste 24 heures dans une journée. On est avec notre animatrice de bingo, Mégane Mongeon. Bonjour, Mégane. Bonjour, Sylvain. Tu t'intéresses à tellement de choses. Comment est-ce que c'est parti, ça? Est-ce que c'est tes parents qui t'ont vraiment stimulé en étant jeune ou c'est toi qui t'as découvert des passions? Je pense que c'est vraiment parti de moi-même parce que moi, plus jeune, je faisais de la danse. Ma mère m'avait juste inscrit à la danse et plus tard, je voulais faire d'autres activités. Et là, ma mère me disait, OK, on choisit entre une et deux. Donc, ça a vraiment été de ma part que c'est venu de vouloir en faire beaucoup, surtout maintenant au primaire. Moi, c'est vraiment, je pense, le déclic a été là au primaire quand j'avais pas de limite sur les activités que je pouvais faire à l'école. Donc, moi, mes récréations, je faisais plein de choses. Je faisais des choses à la récréation, au midi, après l'école. Donc, moi, au primaire... Full parasco. Oui, c'est ça. Fait que, primaire, j'avais pas de récréation dehors. Tu sais, moi, j'étais tout le temps en train de faire quelque chose et ça a continué jusqu'au secondaire aussi où est-ce que j'étais impliquée dans tout. Mais là, le journalisme, la passion pour ça, c'est né quand, ça? Est-ce que tu peux mettre un événement précis? Je peux mettre un événement précis parce que moi, j'avais une de mes amies qui s'appelait Maude. Maude, elle a 3 ans de plus vieille que moi et elle, au secondaire, elle faisait partie de la plume étudiante. Et là, petite moi, en 5e année, je regardais ça. Donc, moi et mes amis, au primaire, on avait parti un projet de journal étudiant. Wow. La direction était impliquée. Puis, on avait commencé à écrire des articles, tout ça. Et on avait commencé ça, vers la fin de l'année, en 5e année. Et il y a eu un changement de direction, fait que le projet a tombé à l'eau, mais c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai fait ça, j'aime ça. Moi, j'aimais beaucoup écrire quand j'étais plus jeune. J'avais fait un peu de télé aussi, donc j'aimais beaucoup ça. Et c'est à partir de là, et là, au secondaire, j'ai embarqué dans la plume étudiante. Donc, à l'école, ça a été rocambolesque parce qu'on a eu beaucoup de problèmes avec le parascolaire. Tu sais, nous, mon secondaire, j'ai eu la COVID, j'ai eu la grève des enseignants. Donc, le parascolaire au secondaire, c'était plus compliqué. Ouais, il a pris le bord un peu. Il a pris le bord quand même, mais c'est pour ça que je me suis retournée vers une alternative de journalisme en ligne, qui est le laboratoire des jeunes journalistes en environnement, comme c'est justement pour ça l'entrevue qu'on parlait quand j'avais 14 ans que j'ai commencé ça. Wow. Fait qu'on faisait du journalisme écrit et là, c'est la rédactrice en chef. C'est une des premières fois que j'ai vu mes textes corrigés en rouge, beaucoup de rouge. Et c'est sûr, la première fois que tu vois ça, tu fais un choc. Puis après ça, tu comprends que c'est pour t'améliorer. Puis j'ai tellement appris avec eux autres, là, c'est fou. Comment ça t'est apparu, tout ça, de voir qu'on t'offre des choses, puis la vie t'a offert des choses, là, il y en a encore, là, je parle même secondaire en spectacle et compagnie. Comment est-ce que te trouves-tu chanceuse? Ben, je pense que je mets les efforts à la bonne place. Fait, je mets beaucoup d'efforts dans tout ce que je fais, pour l'animation du bingo, tout ça. Oui, ça, je peux te dire. Oui, j'ai mes feuilles, tout ça. Puis aussi, je mets des efforts, puis je sais que ça va... Comment je pourrais dire ça? Je sais que ça va grandir, ça va fleurir, je mets les efforts à la bonne place, mettons, je place mes cartes comme il faut, je sais jouer mon jeu de cartes et ça aide beaucoup justement pour pouvoir avancer là-dedans. Quand tu dis que tu fais des efforts, puis ça, je peux le dire, là, vraiment, là, à toutes les semaines, et on voit une amélioration assez fulgurante, est-ce que tu as toujours été comme ça, facile à apprendre des nouvelles choses, puis que ça coulait de soi, là? Parce qu'à un moment donné, bon, on a une certaine limite des intérêts et compagnie, puis c'est normal. Donc, toi, est-ce que tu vois certaines limites? Est-ce qu'il y a des choses? Parce que, c'est comme je t'étais pour dire en introduction, ça va être plus facile de dire ce qu'elle fait pas que ce qu'elle fait. Parce qu'il y en a trop. Comment est-ce que tu dis, à un moment donné, il faut que j'arrête, il faut que je mette une limite? Quand je suis passionnée, je pense que j'ai vraiment de la misère à mettre ma limite puis de continuer. Mais c'est sûr que dans tout ce qui me passionne un peu moins, surtout, mettons, au secondaire, moi, les mathématiques. OK.
Ça, moi, je suis pas quelqu'un de chiffres, je suis quelqu'un de lettres. Donc, je te comprends. donc, ça faisait en sorte que je mettais quand même les bouchées doubles quand que ça arrivait, mais c'est sûr que quand je vois que j'aime ça, que je peux en profiter puis que ça me rend fière parce que je suis fière de ce que je fais, j'adore mettre des efforts, mais c'est sûr que des fois, je vois que c'est plus difficile puis faut aussi que j'apprenne à en prendre et en laisser parce que si c'était juste de moi, tous mes soirs de semaine, je serais bookée, je ferais plein d'activités, mais il faut que j'apprenne à mettre mes énergies à la bonne place puis à prendre le temps de bien faire les choses aussi parce que j'ai beau avoir 12 000 projets, mais si j'en scrape 3-4 au passage, ça vaut pas tant la peine. Tu travailles en plus, tu as un travail, parce qu'à un moment donné, bon, il faut payer les choses, là. Puis, évidemment, il faut mettre du beurre sur la table, même si tu es encore chez tes parents. Et puis, tu as une fierté aussi à ça. Et en plus, tu as une fierté et ça va aider aussi dans ton travail parce que la plume étudiante que tu as gagnée, ben, c'est en rapport à ton travail à la friperie. Tu es dans ce domaine-là. Est-ce que ça allait de soi pour toi d'inclure ça? Comment tu as trouvé ce sujet-là? En fait, mon article qui a gagné pour la plume étudiante, c'est un article sur le fait que la ville de Gatineau, elle a changé ses politiques et que maintenant, les OBNL, dont les friperies, sont chargés pour aller porter des choses à l'éco-centre, dont des gros meubles, tout ça. Et les citoyens aussi sont chargés. Et moi, j'en parlais avec ma gérante à la friperie et on en parlait avec le camionneur. Puis on a des contacts dans le milieu aussi. Et on voyait ça, on voyait des photos, on voyait ça passer. Et moi, je trouvais que c'était important d'en parler parce qu'il n'y a personne qui en parle. T'sais, souvent, tout ce qui est dans le milieu communautaire, on est un peu plus discret. T'sais, moi, tous les emplois que j'ai eus, j'étais vraiment dans le communautaire, ce qui est une fierté en tant que telle, et on n'en parle pas assez. Donc, moi, quand que j'ai su cette problématique-là, avec la plume étudiante, on a une voix, on peut se faire entendre, puis j'ai fait mon enquête, j'ai fait un peu de journalisme d'enquête, j'étais allée voir dans plusieurs friperies, j'ai parlé à des gérants, ils m'ont expliqué ce qui se passait, puis que eux, j'étais allée voir une friperie à Gatineau, et eux, ils recevaient des meubles qui étaient éventrés, ils recevaient plein de choses qui n'étaient pas utilisables parce que maintenant, la population, il faut qu'elle charge elle aussi. Donc, c'est beaucoup plus simple de venir les porter dans une friperie. Et nous, on vivait ça. Et on a, tu sais, dans les OBNL, dans le milieu communautaire, c'est pas tout le monde qui a une voix. C'est beaucoup plus difficile que si on était, mettons, une grosse corporation. Donc, ça fait en sorte que j'ai voulu donner une voix à ce milieu-là. Puis c'est ça que j'aime dans mon travail en tant que tel, c'est de donner une voix à ceux qui en ont pas. Oui, ben c'est d'ailleurs le but du communautaire et d'aider ceux qui n'ont pas nécessairement les outils pour accomplir certaines tâches. Ça, tu le fais très bien. Et c'est rare que les jeunes vont s'impliquer dans le milieu communautaire. Est-ce que tu en vois, est-ce que de par tes amis, de par les gens que tu fréquentes à l'école ou un peu partout, est-ce que le communautaire, l'action communautaire, l'action sociale est encore une valeur importante pour les jeunes? Je pense que c'est une valeur qu'il faut que les jeunes apprennent parce que moi, je suis allée à Armidas-Gamelin au PEI, donc le programme d'éducation intermédiaire, et on avait du bénévolat obligatoire à faire. Donc, les profs nous poussaient, puis ça nous a poussé à ouvrir nos yeux sur le communautaire, voir les options qui existent. Et tu sais, quand que je m'impliquais dans plusieurs projets, surtout mettons, j'allais au sommet jeunesse sur les changements climatiques et là, c'est beaucoup des jeunes engagés. Et ça donne tellement espoir de voir qu'il y a des gens qui sont engagés. Mais je pense que c'est une éducation qui est importante à faire parce que c'est pas dans toutes les maisons que cette éducation-là va se faire donner. Et je pense que c'est un rôle que l'école, c'est une communauté. Donc, je pense que ce serait un rôle que l'école, moi, c'est l'école qui me l'a apporté. Donc, je pense que c'est vraiment un rôle essentiel pour l'école d'amener le communautaire. Tu m'en parlais aussi, d'ailleurs, bon, il y a eu des problèmes à avoir certaines activités parascolaires. Bon, pendant le cours, on a parlé de COVID et compagnie, de grève. Et tu es quelqu'un qui va pousser beaucoup. Et souvent, je me dis, mon Dieu Seigneur, il n'y a pas une porte qui l'arrête. Il n'y a pas un mur, c'est un bulldozer. Quand tu as une idée dans la tête, tu ne l'as pas dans les pieds, ça c'est clair. Mais est-ce que tu as l'impression que, justement, il n'y a pas assez de monde qui se battent pour avoir soit l'éducation ou soit les services pour lesquels ils ont droit, notamment dans le milieu scolaire? C'est dans le milieu scolaire, le personnel est tellement chargé que moi, ça m'est arrivé de me buter à des portes closes et
ça m'a choquée parce que on est beaucoup d'élèves aussi qui veulent des activités, qui veulent, mettons, des voyages, qui veulent des activités, qui veulent des spectacles pour pouvoir être impliqués, mais le personnel est surchargé. Il manque, justement, il y a beaucoup d'écoles qui manquent de techniciens en loisirs, mais justement, il y a une technique au cégep de l'Outaouais qui a ouvert pour ça, donc j'espère que ça va aider, mais il y a beaucoup de portes qui se butent comme ça. On a vraiment l'impression, quand on est jeune, que si un adulte te dit non, puis que ça n'arrivera pas, ça arrête fini. là, ouais, c'est ça. Et moi, c'est quelque chose qui m'a fâchée au secondaire parce que on a des moyens, on est des élèves, on est capable de se concerter, on est capable de se mettre en groupe et de faire avancer les choses, mais les enseignants ont juste pas le temps, sont débordés, le personnel scolaire aussi, donc ça fait en sorte, mettons, secondaire en spectacle, il n'y en a plus à Armidas-Gamelin. Ouais. Parce qu'il n'y a plus de personnel qui est prêt à donner du temps pour s'en occuper. Ouais. Puis on dit souvent que le parascolaire va aider à la persévérance scolaire parce que les jeunes se sentent rattachés à leur école, à leur communauté. Dire, hey, c'est le fun. Au moins, oui, OK, j'aime pas, exemple donné, les mathématiques, mais au moins, si j'ai un petit bonbon, ben, ça va m'aider à continuer à y aller. Tandis que là, ben, on voit un décrochage scolaire là, qui est quand même assez important. Là. Ça s'est amélioré un peu, mais pas au niveau où ce qu'on voudrait que ce soit. Donc là, est-ce que tu dis, ben, c'est le moyen d'intéresser les jeunes, encore une fois? Le parascolaire, les activités avec les cohortes, c'est vraiment ça qui est important pour garder les jeunes sur les bancs d'école. Mais le problème, ça revient au manque d'activités, au manque d'options. Et il y a beaucoup de jeunes qui décrochent à cause de ça. Il y a des jeunes qui sont moins motivés d'aller à l'école parce que moi, dans mes activités parascolaires, j'en ai vu des jeunes que c'est cette activité-là qui les fait venir à l'école le matin. Ou sinon, on peut penser aux options spécialisées. Donc, mettons les options sport. Il y en a qui viennent à l'école juste parce qu'à la fin de la journée, ils peuvent, mettons, jouer au hockey, jouer au baseball, des choses comme ça. Et quand on enlève ces choses-là ou qu'on privilégie seulement une petite partie à le faire, ça fait en sorte que, mettons, dans les programmes plus réguliers où il n'y a pas d'options et dans les écoles plus défavorisées où il n'y a pas d'activité parascolaire, le taux de décrochage est incroyablement haut. Là. Ouais. Quand on a des activités, ben c'est sûr que, comme tu dis, ça aide, mais c'est pas tout le monde qui peut jouer au hockey. Personnellement, j'aurais bien aimé ça, mais j'avais pas le coup de patin, j'avais pas l'équilibre. Donc, à un moment donné, ça devient un peu plus compliqué. Puis de voir que, justement, souvent, ça va être pas le sport qui va être mis de côté, comme le hockey, non. Retirer une activité hockey dans une école, mon Dieu Seigneur, on en parlerait dans les médias, puis ça serait le tollé. Tandis que retirer une activité artistique, bon, c'est facile, personne n'en parle. Puis, bon, ça démotive beaucoup d'élèves. Est-ce que tu as vu justement ça par ton parcours secondaire? Des jeunes qui étaient motivés, puis à un moment donné, ils ont fait comme non, moi je décroche, je m'en vais, je suis plus capable. Le culturel dans les écoles, c'est tout le temps ça qui est mis de côté. Parce que, comme tu l'as dit, on voit le sport, mais le culturel, c'est tellement un beau milieu qui est sous-exploité dans les écoles. Moi, personnellement, j'ai jamais eu d'amis qui ont décroché de l'école par rapport à ça. Mais je sais qu'il y a beaucoup de jeunes que quand on coupe des activités, surtout la COVID, nous, la COVID, ça a fait en sorte qu'il y a beaucoup de jeunes qui étaient tannés, qui ont voulu faire de l'école à la maison puis qui voulaient juste plus revenir à l'école. Même chose pour la grève des enseignants. La grève des enseignants, moi, j'étais en secondaire 5. Année cruciale. Année cruciale et ça a tellement démoralisé de gens dans ma cohorte parce que nous, en secondaire 5, on avait des sorties scolaires spéciales. On avait également un voyage vu qu'on était en secondaire 5 et avec la grève des enseignants. Le bal a eu lieu? Le bal a eu lieu, mais mettons qu'on retourne, je pense que c'est en 2016, quand il y a eu la dernière grève des enseignants, ils n'ont pas eu de bal. Ils ont eu une cérémonie dans la cafétéria et nous, quand on a vu la grève, c'est une des choses qui nous a fait peur. Oui. Est-ce qu'on va avoir un bal de finissant? Est-ce qu'on va avoir un voyage? Finalement, on n'a pas eu de voyage, on n'a pas eu de sortie. On a eu notre bal, mais on n'a pas assez proche de ne pas en avoir. Mais le fameux bal de finissant, ça, tu touches à ça, c'est toucher à une institution. Et puis, j'imagine que ça doit faire quand même, disons-le, suer, pour pas dire autre chose, de voir que probablement on n'en aura pas. Je pense que tu aurais été au front pour ça, pour avoir ce fameux rite de passage-là. Oui, moi, honnêtement, avec mes amis, on était tous des gens assez engagés. Donc, c'est sûr que si nous avait dit « il n'y a pas de balle », on serait partis en guerre.
littéralement. On se serait battus. Les parents aussi, ils étaient tous derrière nous. Puis en ce moment, ils n'ont pas de voyage. Les gens au PEI cette année, ça a été annulé parce que le voyage coûtait trop cher. Okay. Donc, le CA a décidé de ne pas l'avoir. Et les parents et les élèves sont partis au front. Parce qu'il y a des élèves là-dedans qui sont au PEI depuis 4 ans et qui n'ont pas eu de voyage encore. Mais en 4 ans, la COVID était terminée. C'est la grève des enseignants et le manque de fonds et tout ça. Et les parents, moi j'ai un frère qui est en secondaire 1, les parents sont partis en fou, là. Ils sont prêts à faire des levées de fonds, sont prêts à aller payer plus cher parce qu'ils veulent que leur enfant y profite. Et les gens, ils se mobilisent tellement pour pouvoir aider leur enfant, c'est ça qui est beau. Je parlais aussi que tu es sportive, donc tu fais du karaté, tu me disais ça, on se regarde, on fait comme ça n'a pas l'air d'une karatéka, mais vraiment, ça, c'est parti. J'imagine, tu disais, bon, j'aime pas les mathématiques, je suis quelqu'un de lettres, mais où est-ce que le sport est embarqué? C'est arrivé quand j'étais en première année au primaire, parce que moi, depuis quand j'avais plus jeune, je faisais de la danse. Donc, j'ai fait de la danse très longtemps. La danse, c'est des chorégraphies, tout ça. Et moi, j'étais pas gracieuse. Genre, en danse, ça passait pas. Donc... Moi non plus! Peut-être. Donc, la danse, pour moi, j'aimais ça. J'ai une bonne mémoire. Moi, c'est ça qui m'aide beaucoup. Et quand j'étais plus jeune, le karaté, c'était sur l'heure du midi à mon école primaire. Donc, une chose de plus à faire à l'école. Ben oui. Ça m'a donc permis de commencer à faire du karaté sur l'heure du midi. Je faisais les deux, de la danse et du karaté. Et là, les compétitions tombaient en même temps que mes cours de danse. Donc, j'ai décidé de me concentrer seulement sur le karaté. Et j'en fais depuis que j'ai 6 ans. Donc, je pense que j'ai commencé ma 12e année de karaté en septembre. Fait que je vais bientôt commencer ma 13e année. Et j'ai fait du karaté à l'école sur l'heure du midi. Ensuite, quand j'ai gradué du primaire, j'étais allée à une école d'adultes et maintenant, j'ai eu ma ceinture noire et je suis 2e degré en karaté. Dan. Oui, 2e dan. J'ai eu ça en décembre 2024. Là, tu fais juste commencer. Puis c'est comme je disais à ma nièce il y a quelques années, je dis, quand tu vas avoir 18 ans, la pédale va s'en aller au fond puis tu verras plus rien. Est-ce que tu as peur de pas voir rien parce que tu en as tellement que le temps passe vite? Ça passe tellement vite, mais quand je suis motivée, je fonce, je mets la pédale au fond et dans mes travaux en fait, dans mes emplois que j'ai en ce moment, j'aime ça, mes emplois. C'est pas un emploi où est-ce que je suis assis, je fais du bureau. C'est un emploi où est-ce que je peux être impliquée. Je travaille à Sajo durant l'année. Donc, en fait, à partir du mois de mai jusqu'en septembre, je planifie le camp de jour. Moi, je suis quelqu'un qui adore les enfants. J'adore le camp de jour. C'est de la planification d'activités. C'est toutes des choses que j'adore. Quand je travaille en friperie, je fais les réseaux sociaux. Je trie des objets. Je fais du service client. C'est vraiment le contact humain que j'aime. Puis, ça passe tellement vite. Je viens de finir ma 2e session en journalisme et j'ai pas vu le temps passer. Je faisais mes travaux, je travaillais et là, on est déjà rendu au mois de mai. On est déjà rendu vraiment plus tard dans l'année et je trouve que c'est fou comment ça passe vite. C'est déjà l'été. J'y pense, ça me fait pas peur. J'aime ça foncer, j'aime ça continuer. Et ça fait passer le temps parce que j'aimerais pas ça voir le temps passer, je pense. J'aimerais pas ça être assis, trouver ça long. J'aime ça occuper mes journées. Ça, Dieu sait que c'est occupé. Et là, bon, t'animes le bingo. Comment c'est de se retrouver, parce que moi je sais, bon, pour l'avoir fait, de se retrouver live à 18 ans, j'aurais eu une peur, j'aurais été catatonique devant la caméra. Pourtant, j'étudiais là-dedans. Mais de se retrouver et de dire, OK, là, il y a des gens qui m'écoutent. En plus, tu as un jeu amené qui est, bon, on s'entend, il y a un aspect légal aussi à ça, parce que, bon, c'est une loterie. Comment c'est de se retrouver, j'imagine? Les premières fois, je peux te dire... Tu prenais vraiment ton temps et là, t'as pris ton aise et puis à toutes les semaines, puis t'es capable de te revirer de bord sur une scène. C'est ça qui est une merveilleuse de tes qualités. Comment t'as trouvé ça les premières fois? Les premières fois, j'étais stressée, mais j'étais pas stressée. Tu sais, tu parlais qu'il y a beaucoup de monde qui regarde. Ouais. Moi, c'est pas quelque chose que je vois en tant que tel. Ça me sort de la tête. Moi, ce que je vois, c'est la caméra. Ce qui me stressait beaucoup, c'était
dire les chiffres aussi en anglais, parce que moi, les nombres, les chiffres, c'est beaucoup plus complexe. Ah, ça, il y en a pour qui ça l'est aussi. Mais ce qui me stressait vraiment, je pense, c'est vraiment l'aspect légal, c'est de faire ça dans les normes, dans les règles. Donc, les premières fois, je voulais vraiment être droite, ça va bien se passer. Puis c'est ça qui me stressait, parce que parler devant des gens, même si je les vois pas, c'est jamais quelque chose qui me stressait. J'anime des événements, j'anime beaucoup, puis je parle beaucoup aussi dans la vie. Donc, c'est pas quelque chose qui me stresse, être devant la caméra, être devant un micro. Et c'est vraiment tout ce qui est vraiment l'aspect légal. Puis maintenant, je trouve que c'est tellement le fun, tu sais. J'ai pris mes aises, je sais comment me revirer. Tu sais, il se passe de quoi? J'ai pas nommé la bonne boule ou j'ai nommé le chiffre en anglais, mais j'ai pas nommé le bon chiffre en anglais. Ça arrive souvent. Mais je suis capable je fais juste leur dire, je garde mon calme. Puis je pense que ça, c'est une de mes forces, garder son calme. Qu'est-ce que tu aimerais faire idéalement comme métier, là, plus tard? Honnêtement, je me garde beaucoup de portes ouvertes parce que, moi, honnêtement, je ferais 4 jobs en même temps comme je fais en ce moment, puis je serais heureuse pareil. Ben oui. Mais je vise pas mal Radio-Canada. OK. C'est vraiment, j'aimerais ça rentrer en tant que journaliste, commencer à être sur le terrain, faire des reportages. C'est vraiment ça qui m'anime, c'est le contact humain. Puis après ça, c'est flou. T'sais, j'ai le goût de me laisser aller, prendre les opportunités quand ils viennent, puis je suis ouverte à tout. Là, faire de la télé, faire de l'écrit, de faire de la radio, c'est toutes des choses que tant que je suis là, je peux aider la population, leur donner une voix, puis être avec les gens, je pense ça va m'émerveiller tout autant que si je ferais si je ferais la même job que je fais en ce moment, je serais autant heureuse qu'être à Radio-Canada. Et comment tu vois aussi le journalisme aujourd'hui? Bon, je t'écoute, puis t'es un peu plus journaliste direct, classique. Les gens aujourd'hui ont perdu cette confiance-là envers les journalistes. Bon, pour un paquet de raisons. Comment est-ce que tu vois que ton travail pourrait redonner une certaine confiance aux gens? C'est sûr que on fait notre petit grain qu'on peut faire, là. Évidemment, on n'est pas le journalisme en tant que tel, mais comment tu vois que ton approche va aider à ce que les gens disent « Oui, on va l'écouter, elle ». Je pense que c'est la manière d'interpréter les nouvelles d'aujourd'hui. Tu sais, quand on fait un bulletin télé, eh bien, c'est très formel, mais c'est pas les jeunes qu'on vient chercher. Non. Un bulletin télé, c'est une population qui est un peu plus âgée. Tandis que, en tant que journaliste, maintenant, si on veut venir chercher les jeunes, il faut être plus versatile. Il faut être capable d'être sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas devenir influenceur parce qu'on vient de perdre notre crédibilité, mais il faut être capable de citer nos sources. Il faut être capable de donner des informations qui sont fiables, être sur le terrain. Moi, je suis beaucoup les comptes de RAD, de Radio-Canada, qui est un contenu un peu plus jeunesse, que j'adore beaucoup, et c'est de l'information vérifiée parce que les médias aujourd'hui sont établis. Il y a des grands noms qui sont établis dans le milieu, et si on est capable d'aller vers le numérique, d'aller rejoindre les jeunes, c'est là qu'eux vont aussi avoir de l'information vérifiée. Il faut aussi être capable d'en parler avec eux de qu'est-ce qui est une bonne information, qu'est-ce qui est de la désinformation, parce qu'aujourd'hui, en un clic, on peut tout trouver. Absolument. Et c'est drôle parce que j'avais une réunion avec les médias de la région, les médias communautaires et compagnie, et quelqu'un a dit il faut intéresser les jeunes, il faut intéresser les jeunes, il faut intéresser les jeunes. Et la personne qui animait a dit écoutez, j'ai 60 ans, 50 ans, peu importe, et ça fait 40 ans que je travaille dans les médias, et ça fait 40 ans que j'entends il faut intéresser les jeunes. Mais je me replace, moi, à cet âge-là. Et à 20 ans, il dit les nouvelles, ça ne m'intéressait pas. Puis tu l'as dit, les bulletins de nouvelles et compagnie, ça n'intéresse pas parce que ça nous rejoint peut-être un peu moins. Mais là, quand tu commences à avoir des enfants qui vont à l'école, quand tu commences à avoir une maison, les taux d'hypothèque t'intéressent, quand, exemple donné, comme je disais, le ministre de l'Éducation vient de dire quelque chose, par rapport à ci ou à ça, ben ça t'intéresse. Donc, la vie te mène peut-être un petit peu plus tard, à part toi qui est intéressé par le domaine, mais ceux qui sont dans la population dite générale, je la mets entre guillemets, ben souvent, ils n'ont pas ce genre d'intérêt-là. Et puis, que d'essayer de forcer, ben c'est peut-être pas la meilleure manière. Qu'est-ce que tu en penses de ça, justement, que les jeunes, ben ils s'intéressent, mais progressivement? Ben, je pense que c'est normal qu'à un certain âge, les jeunes ne soient pas si intéressés que ça à l'actualité dans le format qu'on leur a dit qui était de base. Moi, je pense que c'est vraiment important
à l'école, à la maison, parler de la nouvelle. Tu sais, moi, j'avais un cours en secondaire 5 et j'avais un enseignant. Au début du cours, il nous faisait demander qu'est-ce qui se passe dans l'actualité et on parlait, j'ai vu telle chose sur les réseaux sociaux qui se passe en ce moment. Et c'est un petit 5 minutes au début d'un cours de captiver l'attention pour l'actualité. J'avais également une prof en secondaire 1 qui faisait ça. Elle faisait des 15 minutes d'actualité au début de chaque cours et c'était une prof de mathématiques. Mais c'est parce qu'elle, ça l'interpellait et elle sait que c'est nécessaire. Donc, évidemment, c'est un 15 minutes qu'elle prenait Elle prenait ça, le 15 minutes. C'est un 15 minutes qu'elle prenait environ un cours sur 6. Mais ça faisait en sorte que les jeunes étaient impliqués dans l'actualité. On en parlait, on en jasait. Et là, je vois mon frère qui a cette prof-là en ce moment et je trouve ça tellement beau qu'ils soient intéressés. Mais il faut leur donner la piqûre pour qu'ensuite, ils viennent voir les médias. Est-ce que, puis je te regarde, est-ce que l'enseignement, peut-être en journalisme ou quelque chose d'autre, t'intéresse? Parce que je t'écoute parler, puis tu as l'air d'avoir une très, très haute estime du travail enseignant. Moi, l'année passée, je pense que je l'avais dit dans l'informel, j'hésitais à aller soit en enseignement ou en journalisme, donc aller faire un pré-universitaire au cégep pour m'en aller en enseignement ou aller en journalisme. Et j'hésitais tellement. Et pourquoi pas l'enseignement du journalisme? Eh bien, ça, il faut que j'aie de l'expérience dans le milieu parce que c'est ça que ça prend pour l'enseigner. Mais moi, j'adore les enfants. Pour ça, je travaille au camp de jour également. Et c'est tellement quelque chose qui m'intéressait, l'enseignement. Tu sais, c'est un milieu un peu plus stable. Oui. Mais j'aime aussi le journalisme. Et je sais que si je commence en journalisme, du jour au lendemain, je peux décider d'aller en enseignement. C'est quelque chose qui me passionne aussi, être pédagogue, et j'enseigne le karaté. Donc, ça me permet d'aller chercher cette partie d'enseignement, de pédagogie avec les jeunes que j'ai tout en faisant du journalisme. Et je pensais à ça, tu fais du karaté, c'est peut-être pour ça que tu défonces des murs. Hein? Il n'y a pas un bloc qui t'arrête. Merci beaucoup, Mégane Mongeon. Et puis, comme je le dis, regardez cette fille-là aller. Vous n'en avez pas fini d'en entendre parler, Mégane. C'est toujours un plaisir, puis on se revoit pour le bingo. À la prochaine. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette édition numéro 49 de Studio Libre. J'aimerais remercier mon invité d'aujourd'hui, Mégane Mongeon, que vous pouvez voir tous les mercredis soirs à 18h à notre télé bingo. Je vous rappelle que nos émissions sont disponibles sur notre chaîne YouTube et nous avons également notre groupe de discussion Facebook TVC Basse-Lièvre entre parenthèses officiel auquel vous pouvez vous abonner. Et moi, il ne me reste qu'à vous dire bonne journée et on se revoit pour une prochaine à un autre Studio Libre.